Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième et dernière interview qui viendra conclure le livre L'Ikigai de Marc. L'objectif de ce livre est d'offrir une vision simple et efficace du marketing afin d'aider les entreprises au budget limité à mettre en place des stratégies qui résonneront dans le cœur de leurs clients. Dans ce chapitre du livre, on parle de l'ambition, du développement et de toute la partie analytique d'une entreprise. Pour conclure ce livre, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas Parpex, directeur du pôle de l'industrie culturelle et créative à la BPI, la Banque publique d'investissement, qui vient aider les entreprises françaises dans leur développement. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien. Alors pour commencer, comme pour tous les intervenants, j'aimerais bien que vous vous présentiez, vous Nicolas, sans parler de votre mission professionnelle. Je m'appelle Nicolas Parpex et moi ce qui m'intéresse c'est la passion, l'humain et d'arriver à faire se tutoyer, déjà nous Sébastien si tu veux bien, et, euh, et tout ce qui est de l'élan créatif et de l'élan entrepreneurial. Donc ça veut dire que quand on sait après ce que vous faites au quotidien à la BPI, ça veut dire que votre mission personnelle est complètement incarnée par votre poste de directeur de pôle à la BPI. Totalement, je suis pas là par hasard, je suis là parce que j'ai trouvé dans ce poste la synthèse, ou en tout cas la bonne tension féconde entre ma passion pour la musique, le cinéma et la volonté aussi d'avoir un impact positif sur les gens qui nous entourent, sur les entreprises, sur la société. Tu es directeur du pôle du coup culturel et créatif. Ça englobe quoi? Parce que c'est vrai quand on parle de culture, souvent on n'entend pas toujours que du business. Qu'est-ce que ça englobe et quel est votre rôle au quotidien? Alors en fait, j'ai trois jobs à BPI France. Mon premier job, qui a été mon job depuis le début de ma carrière, c'est d'être investisseur en capital, donc d'être VC dans le secteur des industries culturelles et créatives. Donc, ça m'a permis de mener des projets d'investissement tous très riches et très passionnants dans des boîtes aussi passionnantes et singulières que Brut dans les médias sociaux, que Fédération Entertainment, qui est le studio européen qui produit Le Bureau des légendes en thérapie, mais aussi Média Participation, qui est le numéro 3 français de l'édition, avec Dargaud, Dupuis, Le Lombard, et des IP incroyables comme Spirou, Lucky Luke, etc. Des entreprises dans le domaine du jeu vidéo comme Nacon ou Focus, mais aussi Buffet Crampon, qui est le leader mondial des clarinettes et des instruments à vent. Donc voilà, tout ça est à la fois très diversifié et à la fois c'est vraiment une ligne de force commune qui les réunit, c'est vraiment des entreprises emblématiques de la French Touch, avec le talent créatif au cœur de tout. Et Donc ça, c'est mon premier job. Je suis investisseur. Mon deuxième job, c'est que je dirige le pôle, donc je dirige une équipe d'investisseurs. Et donc notre mission, c'est d'opérer les investissements en fonds propres de la Banque publique d'investissement dans tous les secteurs de la French Touch, c'est-à-dire pour faire simple, tout l'univers d'un côté de la mode et de la création, donc la mode, les accessoires, la beauté, etc. Et aussi tout l'univers de l'entertainment et des médias, donc le cinéma, la musique, le publishing, le jeu vidéo. Et mon troisième et dernier job, mais qui n'est pas le moindre, c'est de piloter pour l'ensemble de l'action de la maison, de l'ensemble de l'action de la banque dans le secteur des industries créatives, toute notre action. Donc on a déployé depuis 1 an et demi un grand plan systémique qui s'appelle le plan Touch, pour la French Touch, et qui consiste à donner une vision systémique et stratégique des industries créatives françaises, de les accompagner avec ce qu'on appelle un continuum de financement, d'investissement et d'accompagnement qui mobilise en fait tous les métiers, toute la boîte à outils de la maison, la garantie bancaire, les prêts bancaires, le fonds propre, donc qui reste mon job de jour, mais aussi l'accompagnement à l'international. Donc c'est un périmètre vaste, hein, puisqu'on a déployé 1,5 milliard d'euros dans le secteur en 2020. Et puis de faire ça avec un niveau d'articulation à la fois fine et forte, comme la moutarde, avec toutes les parties prenantes de l'écosystème et du secteur, donc les entrepreneurs eux-mêmes bien sûr, mais aussi l'État, mais aussi les établissements publics, mais aussi les fédérations professionnelles, les partenaires bancaires, les partenaires investisseurs, etc.
La BPI, même si elle date de 2012, est un peu l'étendard de ce qu'on a appelé avec le président Emmanuel Macron la Startup Nation. D'ailleurs, Monsieur Dufour, votre président, répète souvent que la France est une Californie qui s'ignore. Ça m'amène à plusieurs questions. Qu'est-ce que la France a de moins de la Californie déjà? Et en quoi est-ce qu'aider les Français à monter plus de startups est une stratégie d'avenir? Alors, ce qu'elle a moins de la Californie, je pense, en termes de potentiel, euh, pas grand-chose. Euh, on pourrait dire qu'on a peut-être un marché domestique un peu plus restreint, mais je ne sais même pas si le point reste encore pertinent parce qu'en fait, on est dans des business et dans des verticales qui sont de plus en plus internationales natives ou globales natives. Et puis, je pense que tout le travail qu'on a mené au sein de BPI France dans le domaine de l'innovation, c'est vraiment un travail de traction d'écosystème, de structuration et de traction d'écosystème. C'est-à-dire avoir les moyens de financer les entreprises émergentes, mais aussi de financer les dispositifs d'accompagnement de ces entreprises, mais aussi de financer les VC. Hein. On est un très gros souscripteur de fonds tiers. On est LP dans quasiment tous les fonds de VC de la place. L'idée est vraiment de trouver un rôle de place où on fait monter en puissance un écosystème VC pour donner toutes les conditions à la fois financières, extra-financières, systémiques à des entreprises de briquer et de passer à l'échelle et de devenir des grandes entreprises véhiculaires, ce qu'on arrive à faire de plus en plus. Au niveau européen, on a quand même pris une position qui est très forte. On a globalement doublé tout le monde et on est encore derrière le UK, mais on les a dans le viseur. Donc ça, c'est la vision globale. Et puis ensuite, c'est la réussite de très, très belles boîtes qui deviennent des licornes et qui sont un peu les figures emblématiques de cette Startup Nation. Et évidemment que c'est une stratégie d'avenir. C'est une stratégie d'avenir parce que, encore une fois, à la fois, il faut créer un écosystème pour permettre à des entreprises qui ont des propositions de valeur nouvelles, disruptives pas forcément, mais en tout cas très différenciantes, et donc qui s'accompagnent d'un profil de risque très élevé. Il faut avoir la volonté stratégique, la volonté systémique, politique et économique de donner les moyens à ces entreprises de se développer. Et puis ces entreprises, voilà, elles n'ont pas toute la vocation d'atteindre des tailles stratosphériques, mais c'est quand même de plus en plus la réalité. Et on voit bien que aujourd'hui, on est dans le monde de SpaceX, on est dans le monde de BioNTech, et que quelque part, la vision venture et la vision start-up et la vision innovante des sujets, y compris des sujets industriels et des gros sujets économiques, devient véritablement la ligne de force la plus dynamique du moment. Et en tant qu'organisme de financement, vous devez voir des centaines et des centaines de decks, de présentations par an. Quels sont les critères qui seraient éliminatoires tout de suite et lesquels, chez vous, suscitent un réel intérêt qui vous donne envie d'aller plus loin et d'aller plus loin dans ce dossier? Alors, je vais peut-être retourner le truc positivement, de dire qu'est-ce qui est éliminatoire, je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on cherche et, euh, et qu'est-ce qui nous motive. Alors, je vais te faire une réponse générale et puis ensuite prendre un tout petit peu de recul pour dire que le niveau de réflexion et d'analyse et de prise de décision est pas exactement le même en fonction des outils qu'on a à disposition. Donc, de manière générale, ce qu'on cherche, et là on va enfoncer des portes ouvertes, mais en même temps quand on se penche sur ce que ça veut dire réellement, ça reste quand même très discriminant, ou en tout cas c'est une vraie grille d'analyse. Ce qu'on cherche, c'est des entreprises et des projets d'entreprise qui sont portés par des gens qui sont talentueux, qui sont bien entourés, qui sont compétents, qui ont une vision, qui ont une capacité d'exécution et qui ont une capacité aussi à la fois de projeter et d'écouter. Donc ça, c'est évidemment le premier critère, c'est que on investit dans des entreprises, mais ces entreprises, elles sont toujours incarnées. Donc le premier critère d'appréciation d'un projet d'entreprise, c'est l'équipe. C'est l'équipe et les dirigeants, et pas que les dirigeants, mais l'ensemble de l'équipe et des valeurs que la boîte porte. Donc ça, c'est un. Et ensuite, en deux,
S'il faut en citer que deux, mais le deuxième élément a des ramifications profondes et diverses, c'est que on cherche des entreprises qui ont une proposition de valeur différenciante. On est là pour soutenir des entreprises qui ont vraiment une value play, une proposition qui crée de la valeur, qui répond à un besoin de marché et qui vraiment donne, que ce soit sur la proposition de produits ou de services elle-même, la manière dont elle est marketée, les innovations de business model, etc., qui viennent vraiment changer le jeu et apporter quelque chose de plus et quelque chose de nouveau. C'est ça, c'est que vous parlez de... Alors c'est vrai que dans le bouquin, on parle de la différence entre justement différence et distinctivité, qu'il y a beaucoup de gens finalement qui essayent de créer des offres différentes, mais qui ne correspondent pas à ce que les clients attendent. Et on leur dit souvent qu'il est des fois préférable d'être distinctif et d'amener cette valeur de plus dans l'expérience, dans la commercialisation, dans tout ça. Et justement, quelle est la place de la valeur apportée au client dans votre choix? À quel point vous regardez les retours des clients, des notes comme le NPS ou ce genre de choses quand vous investissez? Totalement. Alors, pardon, du coup, j'avais dit que j'allais te faire un truc en 2 points et j'ai oublié le deuxième point. Donc, si tu me permets Bien juste, je sûr. reviens sur une phrase et après je réponds à ta question. Donc, en gros, les critères, c'est une super équipe et une proposition de valeur distinctive, on l'a dit. Et après, BPI France, c'est à la fois un investisseur en fonds propres, un financeur, un accompagnateur, un financeur de l'innovation. Et donc là, il y a des logiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que sur le financement de l'innovation, on est sur de la prise de risque et notre enjeu, c'est que le projet se fasse, qu'il aboutisse, qu'il aille au bout. Si on parle de financement bancaire, là évidemment on va aller chercher la capacité de l'entreprise à tout simplement rembourser sa dette et à générer du cash flow avec un modèle économique et un business plan qui le permettent. Et si on regarde le sujet sous l'angle du fonds propre, là évidemment c'est très différent puisque on est en risque maximum, hein. C'est la ressource financière la plus risquée, mais aussi celle qui a les attentes les plus élevées. Et donc là, on va aller chercher des projets qui ont des créations de valeur très fortes. Et plus la boîte est jeune et plus le niveau de risque est élevé, et plus il faut que le projet soit potentiellement créateur de valeur. Voilà, Mm. c'est une petite précision. Pour répondre à ta question, l'expérience client, l'expérience utilisateur, elle est au cœur de la proposition de valeur. Et tout le reste, c'est-à-dire la techno, c'est-à-dire le business model, c'est-à-dire la structure, tout ça doit être au service du client. Il est évident. Donc, évidemment, cette qualité, cette excellence de l'expérience client et de l'expérience utilisateur, elle se mesure avec des KPIs commerciaux, hein. À un moment donné, quand on a quelque chose de chouette à vendre, on le vend, on arrive à le vendre. Mais évidemment, les enjeux de qualité et de qualité perçue et de NPS, etc., sont des KPIs qu'on suit de près. Je prends un exemple, alors c'est une boîte de la French Touch un peu emblématique, mais si on prend une boîte comme Ubisoft, qui est le grand leader français du jeu vidéo, c'est une boîte qui a des équipes de R&D extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Donc c'est des gens qui cherchent à faire bouger l'état de l'art technologique du jeu vidéo. Leur objectif, leur endgame qui est gravé au frontispice de leur bureau, c'est la gamer experience. C'est-à-dire que toutes les innovations, toutes les technos qu'ils développent, il faut qu'elles soient au service du joueur. Donc ça, c'est vraiment notre vision. C'est toujours l'usage et l'expérience client et utilisateur qui tractent la proposition de valeur. Ouais, donc on n'est pas dans de temps en temps ces discours un peu tout faits où on se dit le VC il est là pour la rentabilité pure et finalement la valeur qu'on apporte du moment que ça vend c'est pas très important. On est plus là-dedans, on n'entend plus ce discours-là quoi. Nous, alors, on est un VC à la fois comme les autres et à la fois très particulier. C'est-à-dire qu'on est un VC comme les autres parce que déjà, on gère l'argent de la communauté nationale. Donc, évidemment, quand on fait des deals, on fait des deals pour faire des deals profitables,
pour rendre l'argent qu'on nous a confié et en le faisant, en tout cas, aux meilleures pratiques de marché. Ça, c'est sûr. On est, que ce soit en termes de manière de faire ou de structurer les deals ou d'attendre sur les investissements qu'on opère, on est aussi exigeant et aussi enthousiaste qu'un VC de place. Et en même temps, on est sur une ligne de crête où on fait ça en assumant de prendre plus de risques, de pousser des secteurs ou des verticales ou des sujets peut-être un peu plus risqués, pas pour faire seul ou pour faire à la place du marché, mais encore une fois pour tracter, pour structurer l'écosystème. Et pour avoir une vision un tout petit peu, sans avoir une vision top-down et soviétique du sujet, mais on a quand même une vision systémique. On sait qu'il y a quand même des secteurs qui sont des secteurs prioritaires et stratégiques. Les industries créatives en sont une. Et donc, on assume d'avoir un rôle un peu promoteur et un peu tête de pont sur ces sujets. J'imagine que vous regardez évidemment pas mal les données, la data. On vit dans un monde où on peut clairement se perdre dans la quantité de données qu'on est capable de récolter. Si on devait garder deux, trois data clés, selon vous, et qu'on devrait toujours avoir en tête quand on est entrepreneur, lesquelles ce seraient? Alors, je suis assez d'accord que la data, c'est la version 2.0 de la statistique et que il faut l'analyser avec. C'est un outil très puissant et en même temps, il faut l'analyser avec beaucoup de recul parce que on lui fait dire un peu ce qu'on veut et il faut surtout être très critique et prendre beaucoup de recul sur la manière dont on l'a construit. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on ne passe quand même pas à côté des KPIs. Alors, les KPIs, ils sont quand même un tout petit peu dépendants des modèles économiques et des verticales dont on parle. Mais évidemment, travailler son coût d'acquisition, travailler sa LTV, ne serait-ce que, y compris pour des entreprises très early stage, de s'assurer déjà sur ces grandes hypothèses-là qu'on a un business model qui tourne ou qu'on a un business model qui tourne, y compris même avec un facteur temps un peu long, c'est hyper important. Donc voilà, tous ces KPIs-là, le MRR, tout ça, on regarde ça de très près. Mais encore une fois, en ayant, c'est pas des formules toutes faites, c'est pas des scorings qui disent rouge, orange ou vert. On prend ça avec beaucoup de recul et on contextualise beaucoup, mais ça fait évidemment partie de l'analyse. C'est ça, c'est que votre métier, c'est pas juste de regarder des chiffres, c'est de sentir. Il y a un rapport humain excessivement fort, j'imagine, dans la relation entre le VC et l'entrepreneur pour pouvoir à un moment se mettre d'accord, être à l'aise dans le deal que vous allez passer. C'est une primauté qui est absolue. Encore une fois, j'y reviens. Alors, en tant que VC, ça c'est certain, c'est que le vrai critère, le vrai premier critère d'investissement, c'est la conviction qu'on a que des founders, qu'une équipe dirigeante va être capable de porter une vision, de l'exécuter, de créer de la valeur et aussi de la partager. Parce que ça aussi, c'est important de faire affaire avec des entrepreneurs qui sont là à la fois pour créer de la valeur, mais qui savent aussi voilà, bien traiter leurs salariés, leurs actionnaires, leurs partenaires. C'est un sujet hyper important. Je prends un exemple. On a lancé dans le cadre du Plan Touch un accélérateur dans le domaine du jeu vidéo il y a quelques semaines, quelques mois. On a accueilli il y a quelques jours Mathieu Girard, qui est un entrepreneur du gaming, qui a commencé sa carrière chez Ubisoft. Ensuite, il a été créé son premier studio, qu'il a revendu à Sega. Il a créé son deuxième studio. Et tout son parcours est jalonné du fait qu'il a absolument tout mobilisé. Il a levé de la dette, il a levé de la love money. Donc, il a fait investir sa famille, ses amis. Ensuite, il a fait investir des business angels. Ensuite, il a fait investir un VC, en l'occurrence nous. Le fait d'avoir à la fois un projet successful et d'être capable de partager la valeur qu'il a créée avec, encore une fois, ses actionnaires, ses créanciers, ses salariés à qui il donne des conditions de travail très chouettes, qu'il incentive au capital, etc. Voilà, avoir cette espèce de vision un peu écosystémique et vertueuse de l'ensemble de ces parties prenantes, ça pour nous, c'est vraiment la clé. Et en fait, tous les succès et tous les succès mesurables et tous les succès financiers découlent de là. Si tu veux,
c'est pas la queue du chien qui le guide, c'est pas le théorie qui fait le founder, c'est vraiment l'inverse, quoi. Hmm. Votre objectif à la BPI, c'est de faire passer les entreprises françaises de start-up à scale-up à licorne pour certaines. Quelle est dans ces différentes étapes la place de la marque et à quel point avoir une marque forte est primordial pour passer d'un stade à l'autre? La marque fait partie des armes secrètes extrêmement puissantes d'une proposition de valeur. C'est pas la seule. On a aussi des très belles boîtes en B2B. On a aussi des très belles boîtes qui s'appuient sur des IP très fortes et puis finalement la marque en vrai l'est moins. Donc c'est pas 0 ou 1, mais c'est certain que ça fait partie, notamment dans tout le domaine de l'univers B2C, de la mode, de la beauté, des accessoires, etc. Ça fait partie des éléments clés d'une proposition de valeur. Et une marque qui crée de la valeur, c'est une marque qui suscite, on va dire, de l'engagement, qui porte des valeurs, et ça, c'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui, on voit, notamment dans le domaine de la mode, dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine de la déco, que la marque, sa capacité à véhiculer des valeurs, sa capacité à activer, engager et se faire représenter par des communautés très identifiées, ça devient vraiment un enjeu absolument crucial. Et justement, comment on calcule cette valeur de marque? Aujourd'hui, on voit par exemple des boîtes comme Apple qui ont une valeur théorique de 323 milliards de dollars ou Louis Vuitton qui a une valeur théorique de 32 milliards. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on calcule ces valeurs de marque et est-ce que ça a du sens pour les jeunes marques, justement? Alors là, c'est un débat qui est à la fois cosmique et très technique. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut, enfin en tout cas, mon point de vue, c'est qu'il faut accepter que la marque, à un moment donné, euh, la valeur de la marque, elle se retrouve dans le business et elle se retrouve dans le business model. Elle se retrouve dans la capacité à pricer et à vendre ses produits et ses services. Je suis pas sûr que ces exercices qui sont, voilà, après ça donne des classements, ça fait des articles et tout, c'est chouette, mais je pense que c'est des méthodos de valo de marque qui sont un peu théoriques et qui souvent s'appuient sur des méthodes du style, si jamais on devait licenser la marque dans un sens ou dans un autre, voilà, on actualise les cash flows des royalties et on voit combien ça vaut, mais tout ça est très théorique. En fait, là, encore une fois, notre vision, c'est que la valeur de la marque, elle est complètement embeddée dans le modèle économique et dans la capacité de la boîte à être profitable. En tout cas, c'est comme ça que ça doit être pour que ce soit vertueux, quoi. On entend souvent dire que les entreprises françaises ont du mal à s'exporter. Comment ça s'explique? Est-ce qu'on a un problème lié à la langue, lié au marché, lié à une mentalité? Et comment vous, à la BPI, vous faites pour les aider à passer ce cap qui est important, voire primordial? Alors déjà, il ne faut pas être dans un discours d'autodénigrement. On fait énormément de progrès sur le sujet et on a énormément de boîtes qui se développent avec succès à l'export, à l'international ou qui même deviennent globales. Donc il n'y a absolument pas de fatalité. Évidemment, c'est encore un challenge, c'est encore un défi pour l'écosystème entrepreneurial français. Euh, et comment, alors, pourquoi? Je pense que c'est multifactoriel, mais il y a des choses qui sont à la fois très profondes, c'est-à-dire qu'il faut être capable de développer des produits et des contenus qui répondent à un besoin de marché qui n'est pas uniquement le besoin de marché qu'on a identifié au niveau local, mais au niveau international, voire global. Et puis ensuite, il y a des sujets très simples, qui est qu'en effet, c'est important pour s'attaquer à l'international, de bien parler anglais et de savoir très bien pitcher, pour prendre deux sujets très terre à terre, mais qui sont des sujets clés. Maîtriser l'anglais et savoir pitcher, c'est des barrières à l'entrée qui sont assez simples, mais qui sont clés. Comment on répond à ce challenge au sein de BPI France? Encore une fois, en mobilisant de manière globale et holistique
tout ce dont les entreprises ont besoin pour craquer le sujet et pour y arriver. Donc, c'est-à-dire à la fois des financements et de l'accompagnement. Donc, ça veut dire que on déploie du financement à l'export, évidemment de l'investissement en fonds propres sur des stratégies de déploiement international, ça fait partie du truc, de l'assurance export, donc toute la gamme d'outils de financement, mais pas que. C'est aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire que il suffit pas d'avoir de l'argent pour prospecter, pour créer une filiale, pour racheter une boîte à l'étranger, etc. Il faut avoir une vraie stratégie et un vrai plan d'exécution derrière. Donc ça veut dire qu'on organise à la fois des missions et des formats d'accompagnement pour que les entreprises françaises identifient leur marché, identifient les besoins de marché, aillent rencontrer des partenaires business, des prospects, des distributeurs, etc., etc. Et aillent sur les terrains de conquête pour rencontrer les gens, prendre la température, etc. Revenir, y retourner pour striker des deals parce qu'on sait très bien que on les strike pas forcément la première fois. Donc voilà, donc c'est encore une fois, c'est vraiment le sur-mesure global qui doit permettre d'adresser tous ces sujets. Un exemple, dans la French Touch, on a lancé une belle mission en partenariat avec Saks, où on a 30 boîtes de la mode, de la beauté et de la déco qui ont été sélectionnées par Saks, donc qui est un des plus prestigieux réseaux retail américains, où les marques, donc sous l'emblème du Coq Orange et de la French Touch, vont dans un premier temps être featurées sur la marketplace digitale de Saks et ensuite être distribuées en physique dans les points de vente retail et notamment au flagship de la 5e avenue. Voilà, donc ça c'est un exemple concret de valorisation. C'est tout le sens de notre action. Ça illustre bien tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que l'objectif de conquête, c'est l'international, parce que le marché nord-américain, pour toutes ces marques et tous ces secteurs, c'est évidemment totalement clé. Et en même temps, on se dit que avec l'enjeu de la French Touch, qui est de chasser en meute, de faire du jeu collectif, de transversaliser, toutes ces marques auraient été sous critique pour taper des deals en direct avec Saks. Mais là, en se réunissant, à 30, on est plus fort et on a un vrai impact. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, pour m'être beaucoup intéressé au DNVB, il y a des belles réussites en France. Je pense à Teddy Bear, je pense à Jimmy Fairley et autres. Mais l'export est compliqué parce que Teddy Bear, bah, quand il va en Italie, il y a un Teddy Bear italien. Quand il va en Espagne, il y a un Teddy Bear espagnol. Et le côté local, le côté de la proximité du service client, de l'expérience, bah, il a plus le même sens d'un coup. Donc comment pour ces marques qui sont assez finalement ancrées localement dans leur proposition de valeur, comment réussir